dans les années 90, surtout et début de ce siècle, on a commencé à faire beaucoup plus de recherches sur l'agriculture urbaine et avec un intérêt de légitimiser cette activité dans les villes. On avait tendance à voir comme quelque chose qui ne devrait pas être dans une ville. Que l'agriculture, ça doit être dans les espaces ruraux et que produire de la nourriture dans la ville, ce n'est pas de la vraie agriculture. Alors il y avait, à mon avis, et je suis pas la seule qui pense comme ça, qu'il y avait un mouvement de recherche et un mouvement des acteurs en agriculture urbaine pour légitimiser, ça se dit en français, légitimer cette activité dans les villes. Et il y a eu beaucoup de recherches et de livres et d'études sur les avantages de l'agriculture urbaine dans les villes. Donc les avantages environnementaux, pour la santé publique, pour l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de programmes d'éducation dans les jardins pour enseigner aux jeunes et aux enfants à propos de l'environnement et la science et à propos de la santé et la nutrition. Alors, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'articles et de livres écrits sur les avantages de cette activité. Je vais dire que dans les derniers, depuis l'an 2000 ou 2005 peut-être, il y a aussi un regard populaire vers l'agriculture urbaine, que c'est quelque chose qui est assez récent et qu'il y a toutes sortes de projets qui sont très intéressants, qui sont gérés par les personnes blanches, des classes moyennes, et qui font de l'agriculture sur les toits et des choses qui sont très à la mode. Il y a moins de reconnaissance des projets gérés et qui a toujours été géré par des gens de couleur, des classes plus populaires, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens économiques et financiers. Et en même temps, tout en acceptant tous les avantages de l'agriculture urbaine, il y a une certaine compréhension que l'agriculture urbaine mène toujours à des buts et des objectifs vers la justice sociale. Et alors, pour revenir à la thèse du livre, pour moi et dans notre livre, si on veut voir l'agriculture urbaine mener vers les fins ou vers les objectifs de justice sociale, il faut non pas seulement penser à l'accès à l'espace vert et la nourriture et tout ça, et l'éducation, mais il faut aussi penser aux inégalités sociales et politiques dans la société, y compris le regard de l'agriculture urbaine comme quelque chose de très récent qui est mené par les Blancs. Et il faut au contraire, considérer plus profondément les inégalités sociales et politiques, plus profondément, et il faut changer le regard de l'agriculture urbaine pour comprendre que c'est beaucoup plus large que ces projets des 10 ou 15 dernières années, que ça date depuis très longtemps et qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources économiques ou même qui expérimentent des effets du racisme tous les jours dans la vie, qui mènent des projets de l'agriculture urbaine, qui visent explicitement à impulser la justice sociale et qui pensent profondément à des structures sociales et politiques qui mènent à les inégalités. Alors, c'est-à-dire, ils utilisent leurs jardins et leurs fermes urbaines pour lutter contre les injustices et les inégalités profondes dans la société. Donc, ils produisent de la nourriture, c'est sûr, mais ils mènent des ateliers antiracistes, par exemple, dans les fermes des jardins.
ils s'organisent un peu comme ici, je vois, ils s'organisent dans un système qui n'est pas hiérarchique, parce qu'ils voient que c'est comme, pour eux, c'est la forme de la société qui est plus juste. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est tout le monde qui prenne des décisions ensemble. Ils essaient de faire reconnaître le rôle des femmes dans l'agriculture, non pas seulement dans l'agriculture urbaine à New York, mais dans le monde entier. Et surtout, ce groupe dont je parle met l'emphase sur les agricultrices dans le sud mondial. Donc c'est un peu, c'est les théories qu'ils ont, ces acteurs en agriculture urbaine. C'est leur identité, parce que dans ce livre, on a tenté et on a réussi de parler avec des personnes de couleur, infuser une justice sociale qui est plus profonde que l'accès à l'espace vert ou la nourriture ou l'éducation. Donc c'est un peu ça l'arrière-fond et le sujet du livre. Il y a plusieurs formes d'agriculture urbaine à New York et aux États-Unis, dont les jardins partagés, et je vais parler à propos des terrains dans des secondes, les fermes communautaires, où c'était une ferme qui est gérée par des gens, mais la nourriture c'est pas que pour les individus et les familles, mais c'est pour les gens dans le quartier. Il y a des projets commerciaux, il y a des projets ou des jardins dans les écoles et dans les universités. Donc il y a tout un système et la question de qui possède le terrain et comment accéder au terrain. À New York, si on va parler des jardins partagés, il y a un système gouvernemental et un programme gouvernemental qui s'appelle Green Thumb, qui fait partie du département des parcs et de la récréation. Et alors, dans ce cas-là, c'est la ville qui possède des terrains et que cette agence a établi ou a identifié certaines parcelles dans la ville pour les jardins partagés. Des citadins peuvent s'inscrire et devenir membres d'un jardin et on paye quelque chose qui n'est pas très élevé, $5 par an, 15 € par an, pour avoir accès au jardin et puis ils achètent des plantes et tout. Et pourtant, il y a souvent il y a des moments où la ville veut vendre ses parcelles ou utiliser ses parcelles pour d'autres objectifs, notamment le logement. Les logements, soit des logements sociaux, soit les vendre pour à des promoteurs pour prédateurs immobiliers. Des bâtiments immobiliers, même si ce n'est pas pour les personnes à faible revenu. Alors, il y a des cas fameux à la fin des années 90 où la ville, le maire de New York à cette époque-là, a essayé de revendre ses parcelles, certaines parcelles. Il y avait une bataille un peu entre les jardiniers qui sont formés dans une coalition de jardiniers à New York. Et alors c'était eux contre la ville de New York. Et à la fin, il y avait deux associations à but non lucratif qui ont pu racheter ces terrains à la ville. Et donc ces jardins-là persistent aujourd'hui. Et il y a deux autres programmes. Alors j'ai parlé du programme de la ville, Green Thumb. Il y a aussi deux autres. Les noms ne sont peut-être pas très importants, mais c'est deux associations à but non lucratif qui donnent accès aux gens. Alors tout ça, c'est institutionnalisé. Il y a aussi un effort chez une autre organisation. Mettre en public le fait qu'il y a des parcelles dans la ville qui sont peut-être disponibles pour faire du jardinage. Comment? Non, c'est pas ça. C'est juste faire connaître, c'est ça. Donc ils identifient des parcelles qui sont là. Et parce que c'est un avocat qui mène cette groupe-là, elle sait comment identifier à qui appartient telle et telle parcelle. Donc ils ont mis sur le site internet
toutes ces adresses et comment contacter le propriétaire. Donc c'est un effort un peu plus, c'est pas institutionnalisé du tout, c'est un peu un effort pour dire qu'il y a toutes sortes d'espaces dans la ville de New York qui peut être un jardin. C'est à quelqu'un de décider qu'on veut avoir un jardin.